que j'ai décidé de ne pas y renoncer. Il a insisté tant de fois que j'ai décidé de le garder, de lui faire confiance, de lui donner sa chance. Il fait partie de ces choses indistinctes, scories, dépôts, traces, qu'on ne peut effacer. Il fait partie de ces choses qu'on ne peut abandonner. Il est l'une des expressions possibles de ce qui me hante. Manquait une dernière note, la moins aisée, beaucoup plus délicate que les petits travaux de la falaise, moins superflue selon Ilias. Une chose déconcertante, le nom de la barque. Disposé au baptême du Raffio, il tenait son idée, un mot, Hipparco, certes inintelligible, pas plus sonore qu'un autre du moins concis. Son dessin valant celui de n'importe quel verbe puisqu'il n'y en avait aucun. Hipparco. C'est écrit comme ça sur l'étiquette de son disque favori, stigmatisé par le coup de poinçon des lettres noires, se détachant sur un fond blanc. Un mot illisible dans lequel Ilias reconnaissait une part de bruit. L'essentiel ne tenait pas à ce que l'embarcation eût une identité, mais que le nom servît de trait d'union à ses balades, entre son atelier et là-bas, la gueule avant. Comment s'y prendre? Avec lenteur, en s'appliquant du mieux possible, en copiant les 6 lettres une à une, côté tribord, et puis bâbord ensuite. Il fit des essais sur des bouts de carton avant de se lancer, suffisamment pour qu'il se croie capable d'une maîtrise graphique. Assis sur le rondin, à midi, le fils de Maria s'échauffa le poignet, un pinceau dans les doigts tournoyant devant la plus haute bande de la coque, la blanche, intimidante, vaguement galbée, ses yeux revenant sans cesse sur le motif, sur la galette de vinyle déposée au soleil, le disque sur un chiffon propre à ses pieds. Il trempa le pinceau dans un fond de peinture noire, à peine, du bout des cils. L'anxiété fut pour le premier trait. Quelle épaisseur donner? Quelle taille? La suite en serait conditionnée. S'il avait bien commencé, s'il recopiait juste, mais aussi s'il allait gâcher la plus belle part de la bordure blanche. Les autres traits s'enchaînèrent. Il suffisait de maintenir les proportions, de tracer ce que l'on voyait en prenant garde aux écarts de lignes et aux coulures. Et comme le mot original était écrit selon des fantaisies typographiques propres aux années 70, Ilias eut bien des peines à reproduire les jambages inutiles de chaque lettre. Mieux, il écrivit en italique, fidèlement, ignorant que c'en fût. Un côté fait, il prit du recul, le disque témoin à hauteur de visage. Un côté fait, il prit du recul, le disque témoin à hauteur de visage, un masque rond et noir, dans l'œillère duquel passait le soleil. L'ébauche à main levée ressemblait aux caractères imprimés sur la rondelle, quoiqu'Ilias se demanda si les siens étaient compréhensibles, parce qu'il ne pouvait le vérifier autrement qu'en comparant les dessins. Encore que le modèle fût inscrit en arc de cercle, tandis que sa réplique se devait d'être droite, suivant le galon du bateau, à contre-courant des fibres de bois. Il n'écrivit pas bien gros, un cartouche pusillanime d'une dizaine de centimètres au plus. C'était moins pour être lu que sa barque eut un nom. Le nom sécha tout l'après-midi. En fin de journée, il mit le doigt dessus, taché. Les lettres restaient fraîches. Il s'abstint de pécher. Elle écrivait en prenant son temps. Et comme elle n'avait rien de concret sur quoi graver le contenu de ses élucubrations, elle prononçait son texte d'une voix forte, en égrenant les syllabes. Et elle accompagnait cette diction en cognant du bois, sur du bois, pour marquer les pauses et les changements de paragraphe ou d'ambiance. Quand elle avait terminé un ara ou un chapitre, elle s'arrêtait un moment, puis elle reprenait depuis le début en le chantonnant, afin que tout fut indéléblement inscrit dans sa mémoire. Elle tapait sur les restes de sa maison ou sur un tronc de mélèze. Elle disait de la prose à voix haute, comme une insane, et elle reprenait ce qu'elle venait de composer en chantant et en rythmant de nouveau son texte avec des coups. On comprend mieux pourquoi ces personnages se sentaient par moments attirés par l'idée de la déclamation épique et du chant, et pourquoi ils espéraient avoir alors un accompagnement musical, ou du moins un bourdon ou un soutien avec des percussions, qu'elles soient improvisées ou non. Quand elle réfléchissait à une histoire, elle passait le monde au crible avec son œil noir couleur d'onyx très noir, couleur d'aigle de corbeau, couleur d'ébonite, couleur d'agate noire, couleur de tourmaline noire,
couleur d'obsidienne, couleur de mort lafteuse. Puis elle regardait son roman avec son œil d'or, couleur d'œil de tigre, couleur de cristaux de soufre, couleur d'ambre jaune, couleur de foudre cuivrée. Puis elle fermait les yeux, puis elle commençait à expulser de l'air et des mots, et elle commençait à écrire. Leur parole a retenti dans un espace